ISN 24, le journal. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 19h de ISN 24. Voici les titres de ce journal. Lancement des travaux de construction d'un pont de 120 mètres linéaire situé à PK31 plus 200 sur l'as Dassa, Sokologbo, Betekou, Okba, Igboudja par le ministre des Infrastructures et des Transports le samedi 19 décembre dernier. Un point sur la cérémonie à suivre dans cette édition. Et puis les étudiants en Master 1 de l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables ESME étaient le samedi dernier à Bonou pour trancher du doigt les composantes d'une centrale photovoltaïque. Vous aurez plus de détails dans cette sortie pédagogique dans un instant. Enfin, une grave chute du président Alassane Ouattara au cours de laquelle le président a perdu connaissance. Il a été donc évacué d'urgence en France vu la gravité de son état de santé. À nouveau, bonsoir. Efficacité énergétique des ressources d'énergie interminentes. C'est dans le cadre de ce cours que les étudiants en Master 1 de l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables ISME étaient le vendredi 18 décembre 2020 à Adido Bonou dans l'Ouémé. L'objectif de cette sortie pédagogique est de faire toucher du doigt les composantes d'une centrale photovoltaïque. Reportage. Les étudiants en Master 1 de l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables étaient dans la journée de ce vendredi 18 décembre 2020 en sortie pédagogique dans le village Adido Bonou dans l'Ouémé, où ils ont visité la centrale solaire photovoltaïque et le champ solaire de la plateforme multifonctionnelle d'Adido Bonou. Inscrite dans le cadre du cours intitulé « Efficacité énergétique des ressources d'énergie intermittentes », cette sortie vise à permettre à ces futurs ingénieurs de toucher du doigt les équipements d'une centrale photovoltaïque et d'un champ solaire. À travers cette visite de constat, ces apprenants pourront désormais faire la différence entre ces panneaux solaires, batteries, coffrets d'été, onduleurs réseau, chargeurs et autres types d'équipements utilisés pour le même besoin dans les ménages. Au cours de cette visite, l'occasion leur a été également donnée d'apprécier en dehors de la disposition des panneaux et la charpente du champ solaire les différents secteurs de valorisation de l'agrobusiness installés sur la plateforme. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Héhomé, a lancé ce samedi 19 décembre 2020 les travaux de construction d'un pont de 120 mètres linéaire situé au PK31 plus 200 sur l'as de Dassa, Sokologbo, Betekoukou, Okpa, Igboudja. Une réalisation du gouvernement de la rupture qui s'inscrit dans le PAG 2020-2021 et dont les travaux sont confiés à l'entreprise Sogea Satom sont estimés à plus de 3 517 millions de francs CFA. Suivons les détails dans ce reportage. Le ministre Hervé Héhomé lance les travaux de construction d'un pont de 120 mètres à Betekoukou dans la commune de Dassa, ainsi que les travaux d'entretien périodique de l'as routier Kpaouyan, Sokologbo, Minifi, à Gouagon, long de 41,70 km. C'est dans la soirée de ce samedi 19 décembre 2020 que le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Héhomé, a lancé les travaux de construction d'un pont de 120 mètres linéaires situé au PK31 plus 200 sur l'as Dassa, Sokologbo, Betekoukou, Okpa, Igboudja. La cérémonie de lancement des travaux a connu la présence du ministre de l'Agriculture, Gaston Dossouri, des députés Edmond Agua et Langbert Agongbono, des membres du comité de direction du ministère des Infrastructures et des Transports, ainsi que des élus locaux de la localité, des populations massivement mobilisées autour de l'événement. Selon le directeur adjoint des infrastructures, Hassen Soglo, le pont en construction est un ouvrage de 120 mètres linéaires et d'une largeur totale de 11 mètres, dont 7 mètres de chaussée. Le coût des travaux exécutés par l'entreprise Sogea Satom s'élève à un peu plus de 3 517 millions de francs CFA. Quant aux travaux d'entretien périodique d'un coût d'environ 758 millions de francs CFA, ils portent sur un linéaire de 41,7 km sur l'as Kpaouyan, Sokologbo, Minifi, à Gouagon et constitueront au rechargement systématique de la voie 37 530 m3 en
matériaux de remblai, à la construction de 14 dollars de diverses sections, à la mise en place de dispositifs de sécurité avec 63 mètres linéaires de garde-corps métalliques et de signalisation. Le ministre, face à l'auditoire, a indiqué que le gouvernement tient à jouer sa partition pour offrir aux populations des routes en bon état de service pour leurs activités quotidiennes. Hervé Romain invite les populations à faciliter le travail aux entreprises et à exercer leur devoir de contrôle citoyen des chantiers. L'exécution des dits travaux entre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d'aménagement du territoire que le gouvernement Talon a définie dans le PAG 2020-2021 pour le maintien et la modernisation du réseau routier à travers des travaux d'aménagement et de bitumage, mais aussi l'entretien routier et la construction des routes en terre. L'ambassadeur du Bénin en France, M. Euseb Agbangla, a reçu en audience le fondateur de la Fondation Vallée le vendredi dernier 18 décembre 2020. Des échanges ont eu lieu entre les deux personnalités sur les activités de la Fondation Vallée au Bénin dans ses divers domaines d'invention. Reportage. L'ambassadeur du Bénin en France, M. Euseb Agbangla, a reçu en audience vendredi 18 décembre 2020 M. Odon Vallée, fondateur de la Fondation Vallée, accompagné pour la circonstance de M. Espérant Padonou, directeur exécutif de cette fondation. Les échanges entre l'ambassadeur et ses hôtes ont porté essentiellement sur les activités de la Fondation Vallée au Bénin dans ses divers domaines d'intervention: l'éducation, octroi de bourses d'excellence, la promotion de la lecture, construction de bibliothèques et la santé en milieu carcéral. L'ambassadeur a saisi l'occasion pour exprimer à M. Odon Vallée la gratitude des autorités béninoises pour l'engagement remarquable et constant de sa fondation à travers ses offres de bourses, notamment en faveur de la promotion de l'excellence éducative béninoise depuis de longues années maintenant. Les échanges ont également permis d'explorer les pistes de partenariat et notamment le partenariat entre l'ambassade et la Fondation Vallée pour la formation des formateurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ainsi que l'association Bénin Excellence, constituée des anciens boursiers béninois de la Fondation afin de renforcer les actions au Bénin. Présente au Bénin depuis 2003, la Fondation Vallée, créée en 1999, compte à ce jour plus de 18 000 boursiers béninois, dont un grand nombre a suivi ou suit des formations d'excellence en France. Elle a par ailleurs financé la construction et l'équipement au Bénin d'un important réseau de bibliothèques en Afrique francophone. Parmi celles-ci figurent notamment 2 grandes bibliothèques de haut standing construites dans la commune d'Abomey-Calavi, dont l'inauguration en octobre 2019 a enregistré la participation de plusieurs autorités béninoises. Social Watch Bénin a organisé un atelier de validation du rapport alternatif de la société civile sur le niveau de la mise en œuvre des réformes des finances publiques en 2020. C'était ce lundi 21 décembre à l'Infosec de Cotonou. Reportage de Wahabou Inoussa. Organiser les finances publiques au niveau des États membres de l'UEMOA pour harmoniser les dépenses publiques, voilà le but de cet atelier organisé par Social Watch Bénin à l'endroit de tous les acteurs des ministères et institutions et des cadres du Bénin. Les présentes assises participent donc de l'approfondissement du processus d'intégration régionale. C'est dans cet élan d'optimisme que je déclare ouvert, au nom de M. le ministre de l'Économie et des Finances, l'atelier de validation du rapport alternatif sur la mise en œuvre des réformes des finances publiques de l'UEMOA au Bénin. Dans le cadre de la réalisation de ces objectifs en matière d'intégration régionale, le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a adopté 6 directives communautaires pour améliorer et mobiliser les infrastructures de gestion des finances publiques en vigueur dans les pays, et Social Watch Bénin rassure qu'à travers cet atelier, plusieurs solutions seront exposées à ces cadres qui ont pris part cet atelier. Qu'ils vous souviennent, depuis 2013, l'UEMOA a institué une revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires afin de donner une impulsion au processus d'intégration régionale. Ainsi, depuis 2014, la commission de l'UEMOA a été organisée au Bénin en liaison avec la cellule de suivi de l'intégration régionale
Le ministère de l'économie et des finances, 6 revues annuelles. Quand il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Social Watch Bénin se dit prêt et déterminé pour accompagner l'UEMOA dans ses différentes tâches afin de résoudre plusieurs défauts qui gangrènent le développement de tous les pays membres. L'ONG Assovi a fait le bilan final du projet BMZ sur l'autonomisation socio-professionnelle des jeunes. C'est ce lundi 21 décembre à l'Codiam de Cotonou. Reportage. Le bilan final du projet autonomisation socio-professionnelle des jeunes est enfin une réalité. Cet atelier qui a réuni des apprenants, les patrons, les partenaires financiers, le bureau exécutif du projet est organisé dans le but de permettre l'appropriation du bilan final par ces derniers. Moi, c'est Christophe Mekou. Je suis le directeur exécutif par intérim de l'ONG Assovi. Le premier résultat se base sur les jeunes, sur la formation professionnelle des jeunes. Nous sommes partis au départ avec 86 apprenants et avec le déroulement des activités, il y a certains qui ont désisté. Et au finish, c'est 83 apprenants. Sur les 83 apprenants, 81 ont été présentés au certificat de qualification des métiers. Et sur les 81, eux tous sont admis. Et l'un des résultats de ce projet aussi, c'est le travail coopératif. Donc ce projet nous a permis de mettre les jeunes ensemble. Ça n'a pas été facile, on continue, mais c'est déjà un pas, le fait de les mettre ensemble. Comme un autre résultat, je pourrais parler du réseau des patrons. Et ce projet nous a permis de mettre les patrons ensemble et de travailler avec eux afin d'avoir ce résultat de 81 présentés, 81 admis. Plusieurs activités ont été organisées lors de l'exécution de ce projet. Le projet a commencé depuis 2016 et ça a pris en compte une diversité d'activités. Depuis la mise en formation, le paiement des contrats, les frais de déplacement, la mise en place d'un grand réseau des patrons, les sensibilisations dans les marchés avec les conducteurs de ZIM sur les droits des enfants, la sensibilisation médiatisée, les plaidoyers, beaucoup d'activités. Nous avions eu à faire l'évaluation à mi-parcours et maintenant nous sommes à la fin du projet avec les remises de diplômes et nous sommes en train de faire le bilan final pour voir quels sont les impacts, qu'est-ce que nous pouvons capitaliser et qu'est-ce qu'il ne faut pas refaire. Le bureau exécutif du projet autonomisation socio-professionnelle des jeunes remercie les partenaires et invite d'autres à les soutenir. Nous ne pouvons que remercier ces partenaires-là qui nous ont appuyés depuis le 2016 jusqu'à présent et nous allons leur demander de ne pas, en fait, de toujours nous appuyer, ce n'est pas encore fini. Nous avons encore du chemin, il y a encore d'autres apprenants qui sont dans le besoin. À chaque fin d'année, chaque individu doit pouvoir faire le bilan de l'année qui s'achève et doit se fixer de nouveaux objectifs à atteindre au cours de l'année suivante. Mais est-ce que bon nombre de citoyens le font? ISN 24 a rencontré certains qui se prononcent à ce sujet. Suivez le propos. Il n'y a pas beaucoup de Béninois qui font le bilan. Si c'est le bilan des sociétés, ça on sait que c'est de l'argent qui est là et on le fait chaque année. Mais le bilan de notre vie là, souvent, quand on voit la fin d'année, quand on a la santé, le reste n'importe plus. Hein. On est content, c'est fini, mais beaucoup ne font pas le bilan. Et normalement, on doit le faire pour savoir si nous avançons, qu'est-ce qu'il faut le faire. Pas forcément une société, pas forcément le bilan physique, mais le bilan moral aussi, il faut le faire aussi pour que nous puissions continuer de vivre, pour savoir comment il faut agir l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être mieux dans la société. Nous ne le faisons pas carrément, mais ce n'est pas bien. Si on se fixe des objectifs à atteindre, c'est pour mieux travailler. Par exemple, si on ne fait pas un programme à suivre, on serait désordonné dans le parcours de ce que l'on fait. Il faut qu'on fixe des objectifs à atteindre pour mieux travailler. Et je vois que en fixant des objectifs à atteindre, on arrive à mieux s'en sortir, à mieux avoir un bon bilan à la fin des années. On peut le faire, c'est-à-dire faire le bilan. Est-ce que l'objectif que je m'étais donné, est-ce que je l'ai atteint? On le fait. Mais pas dans une dynamique sérieuse.
C'est-à-dire, normalement, on devait se mettre à écrire. Et puis, peut-être à chaque trimestre, contrôler pour voir est-ce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je n'ai pas cette habitude-là. J'attends la fin de l'année et puis bon, je me dis, est-ce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, est-ce que j'ai atteint l'objectif que je m'étais donné en début d'année. C'est tout ce que je fais par rapport au bilan. C'est un défaut pour une majorité de faire le bilan de sa vie. Normalement, nous devons nous instruire comme des gens qui sont venus en mission et à chaque fois, on doit voir comment nous évoluons. Telle année, quels sont mes réussites, mes succès, quels sont mes échecs et à la fin conclure, voir si on progresse ou pas. Parce que nous devons nous donner nécessairement une tâche et par rapport à notre vision, à notre destin qu'on s'est donné. Je pense que beaucoup ne le font pas et c'est un retard. Et l'occasion, comme l'occasion m'est donnée, je dois exhorter nous jeunes à nous habituer à cette activité, à cet exercice, de préparer l'avenir. Il n'y a pas un objectif au départ pour qu'on puisse, puisqu'il faut avoir d'abord un objectif au départ avant de faire un bilan à la fin. Donc très peu sont ceux-là qui définissent les objectifs et font un bilan à la fin. En réalité, pour tout projet, qu'elle soit minime ou pas, il faut fixer un objectif et à la fin faire le point pour voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché et quelles sont les bases sur lesquelles, quels sont les points qui n'ont pas pu marcher pour jeter encore de nouvelles bases et enfin s'orienter autrement. Plus qu'une anomalie génétique, l'épilepsie est une maladie qui est source de peur dans l'environnement immédiat du porteur. N'ayant encore à ce jour aucun traitement curatif, la maladie peut se transmettre sur plusieurs générations. Justin Avancé-Foron est allé à la découverte de cette anomalie, suivant ce reportage. Une anomalie parmi tant d'autres, l'épilepsie est une maladie d'origine génétique dont les manifestations font peur et provoquent la marginalisation du porteur vis-à-vis de son environnement immédiat. Certains témoins de ces manifestations pensent que c'est une maladie contagieuse et donc s'éloignent des présumés porteurs. Quand j'étais en classe de seconde, il y avait une fille dans la classe qui avait la maladie là et on était en train de faire cours et ça a commencé par se manifester chez elle. Le jour-là, comme moi je n'avais jamais vu une telle chose, ça m'a tellement fait peur. Elle a perdu connaissance. On ne savait pas quoi et quelques secondes après, elle a commencé par avoir des convulsions. Et c'est de là, elle a commencé par faire sortir des baves qui sont de couleur blanche, très blanche. Et c'était pas vraiment pour avoir. C'est une maladie qui me fait vraiment peur. Parce que quand j'entends parler d'un de mes amis qui a contracté cette maladie, je prends vraiment mes distances. Selon le biologiste médical Ahamine Deogracias, l'épilepsie est une maladie portée par le gène de l'être porteur ou qui peut survenir suite aux problèmes vasculaires. L'épilepsie, c'est d'abord un trouble qui se caractérise par une perturbation de l'activité des cellules nerveuses dans le cerveau provoquant des convulsions. L'épilepsie peut avoir pour origine une maladie génétique ou aussi une lésion cérébrale acquise, par exemple, suite à un traumatisme ou à un accident vasculaire cérébral. Génétique, ça veut dire ça peut se transmettre de génération en génération. C'est-à-dire, la mère peut la transmettre du moins à son enfant ou à son petit-fils. Ça veut dire que c'est familial. Cette maladie n'a pour le moment aucun traitement curatif quand elle est portée par le gène. Néanmoins, certaines connaissances non scientifiques sont utilisées pour éviter la transmission à d'autres personnes après que le porteur ait manifesté l'un de ces symptômes en leur présence. J'ai entendu que le moyen pour éviter de contracter cette maladie, c'est quand un individu qui est atteint de cette maladie et finit ses convulsions, c'est-à-dire finit de manifester les symptômes. De façon traditionnelle, il faut brûler l'endroit pour éviter qu'un autre individu qui passe contracte la maladie. La maladie ne doit pas être un facteur de marginalisation d'un individu. Il faudrait que chacun prenne les mesures idoines pour accepter et cohabiter avec l'autre malgré son infirmité sanitaire.
À défaut de consommer du tabac, beaucoup de jeunes s'adonnent aujourd'hui à la consommation du chicha, cette pipe à eau pour fumer du tabac. Ce phénomène s'observe de plus en plus dans les bars et les discothèques. Mais les dangers liés à ceci sont méconnus ou parfois ignorés de ces jeunes. Quelques citoyens donnent ici leur avis à ce propos. On a connu des cas de maladies par rapport à la fumette. Ceux qui fument de la cigarette, on voit les maladies qu'ils entraînent et autres. Et je pense que ceux-ci ne ratent pas les conséquences là. Et je voudrais les exhorter beaucoup à se repousser chemin parce que ce n'est pas une bonne pratique. C'est toxique et ça a lien à la drogue, tout ça. Apparemment, la jeunesse qui s'adonne à ce type de consommation ne mesure pas. La plupart de ceux qui en consomment ne savent même pas le contenu. Parce que nous, on a eu à faire quelques enquêtes là-dessus. On a vu des jeunes qui en consomment, mais le contenu, c'est-à-dire quels sont les éléments contenus dans ce que vous prenez, ils ne peuvent pas te le dire. Donc, ils courent un grand risque en consommant ce produit. De quelle origine, de quelle est la composition, on ne sait même pas. Donc, on en consomme parce que les autres aussi en consomment. Donc, ils courent un risque. Et c'est sûr que c'est l'ensemble de cette consommation qui développe un grand nombre de maladies, les cancers de poumon, cancer de gorge, et puis j'en passe. Puisque la plupart de ceux qui en consomment, certainement vont présenter des insuffisances respiratoires, des gènes respiratoires à la longue. Le cigarette d'ailleurs, il nuit gravement à la santé. Et chicha, l'odeur de chicha est plus puissant que cigarette. Donc en aucun cas, je ne suis pas d'accord avec les jeunes qui prennent de chicha. D'autres disent que c'est la jeunesse, il faut faire bien la jeunesse. D'autres disent que, bon, en tout cas, c'est un peu ça, ils disent que c'est la jeunesse. Alors que ça, c'est pas la jeunesse, ça. Je décrois ça totalement. Moi, je déplore ça. Hein. Celui qui consomme le chicha, c'est la même personne que celui qui consomme la cigarette. Ils sont pareils. Les dangers que donne la cigarette, là, c'est pareil que le chicha. Parce que jusqu'à présent, maintenant, on ne sait pas les avantages du chicha. On ne sait pas ce qu'ils trouvent dedans en le consommant. Les arômes qu'ils mettent dedans, tout ça là, on ne sait pas d'où ça provient, on ne sait pas l'efficacité, donc ça doit rendre malade. Et je sais que les gens n'aiment pas. Donc ceux qui ont l'habitude de consommer ça, ils doivent savoir qu'ils sont pareils que ceux qui consomment de la cigarette. Ils sont identiques. Tout ce qui implique la fumée est nuisible pour la santé. C'est tout ce que je sais. Donc je lance un appel aux jeunes. Je ne sais pas si c'est le plaisir instantané qu'ils ont là, c'est pourquoi ils sont intéressés par rapport à ça, mais ils ont pensé à peut-être 5 ans, à peut-être 10 ans après, les problèmes de santé que cela peut créer. Quand ils seront peut-être mariés, quand ils seront peut-être majeurs, quand ils seront peut-être responsables, ils ne pourront pas peut-être gérer ça. Donc, il vaut mieux arrêter maintenant. Le président Alassane Ouattara a fait une grave chute au cours de laquelle il a perdu connaissance. Vu la gravité de son état de santé qui serait rapidement détérioré, il fut évacué d'urgence en France pour des soins à bord de jets privés affrétés le dimanche 21 décembre 2020. Les heures et les jours qui viennent nous donneront plus d'informations sur l'état de santé de M. Alassane Ouattara, qu'on dit de nouveau très inquiétant. Le Tchad rejette et condamne les accusations fallacieuses d'intervention en Centrafrique. Ce sont des accusations dénuées de tout fondement qui circulent sur les réseaux sociaux. En principe, elles ne méritent même pas une réaction de notre part, a précisé Chérif Mahama, Zenez, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, ce lundi aux médias Le Sahel. En effet, depuis quelques jours, le gouvernement centrafricain accuse l'ancien président François Bozizé à une coalition de rebelles et de vouloir déstabiliser les institutions, faire un coup d'État et marcher sur la capitale Bangui. Interrogé par le journal Le Sahel, le porte-parole du gouvernement tchadien explique que le Tchad ne doit pas servir de bouc émissaire éternel aux acteurs politiques centrafricains incapables de trouver une sortie de crise dans leur pays. Le Tchad, depuis le retrait de son contingent de la MISCA en 2014, n'est jamais intervenu et aucun soldat n'a jamais franchi la frontière commune entre le Tchad et la Centrafrique.
Le président Erdogan termine l'année en multipliant les aventures militaires et en réprimant les oppositions internes. La transformation l'été dernier de la basilique chrétienne d'Istanbul en mosquée a meurtri la minorité chrétienne turque. Après avoir échoué à faire invalider le résultat de l'élection du 4 novembre, Donald Trump et sa garde rapprochée n'hésitent plus à avancer les idées les plus osées pour entraver la session à la Maison-Blanche de Joe Biden, le président élu. L'instauration de la loi martiale, selon plusieurs méoliens américains, aurait ainsi été évoquée lors d'une réunion vendredi. Dimanche, Donald Trump a démenti l'information sur Twitter. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Martine Gimondé et à la réalisation Romuald Sosamino. Très bonne soirée à vous.